Mais alors justement, on va passer au volet juridique. Euh, bon, le volet, on va dire oui, ce volet juridique, il s'est vraiment mis en branle, on va dire, à partir de, je crois, des déclarations d'Agnès Buzyn au Monde, puisque bon, au départ, on se demandait un peu, on était tous un peu sidérés par l'impréparation du gouvernement. On se demandait si, comment dire, si tout ça avait pu être envisagé ou si le gouvernement avait été dépassé. À partir du moment où Agnès Buzyn a fait ses révélations dans Le Monde, il y a eu des procédures qui se sont enclenchées. Donc, on va essayer de faire un peu le point là-dessus. Alors, il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées, je crois, mais là, je parle sous votre contrôle évidemment, contre Édouard Philippe, contre Olivier Véran et contre Agnès Buzyn devant la Cour de justice de la République. Euh, Comment la responsabilité pénale du gouvernement peut être engagée dans cette affaire? Alors, je vais commencer parce que dans les débats sur les réseaux, dans les articles, j'en ai publié un hier dans Marianne pour répondre à un texte publié dans le Nouvel Obs par deux avocats, dont un député à l'REM, en disant circuler, il n'y a rien à voir. C'est une compétence forte dont je dispose. Ça a été une partie du cœur de mes activités depuis maintenant une trentaine d'années. J'ai écrit plusieurs ouvrages, Le fonctionnaire et le juge pénal, pour l'amnistie, un certain nombre de bouquins que vous avez cités d'ailleurs tout à l'heure, et donc c'est pour ça que je relance, et j'ai enseigné ce droit-là à l'université Paris 2, la responsabilité personnelle des décideurs publics, et j'ai traité un nombre incalculable de dossiers de ce type. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque je lis l'article de pleurnichard de Buzyn, mais les bras m'en tombent. Parce que il faut rappeler que tout ce qu'elle dit, c'est un aveu. En substance, on savait tout. J'ai déserté pour aller, alors que j'étais ministre de la Santé, je savais que la catastrophe arrivait. Je suis parti aux élections, je savais que ce serait une mascarade. Si je pleurais le jour de la transmission de pouvoir à Véran, j'ai pleuré parce que je savais que ça allait être épouvantable. Donc, elle avoue la carence. Le problème qui se pose à ce moment-là, et j'ai tout de suite fait un article, alors qui a eu beaucoup de succès. Je crois qu'entre Marianne et puis le blog, j'ai dû faire 130 000 lecteurs. Et ensuite, j'ai bien vu que effectivement, y compris dans le choix des termes, qu'il avait été récupéré, et c'est très bien, parce que c'était pour ça. Donc, j'ai tout de suite expliqué que le fonctionnaire, l'élu, l'agent public au sens large, avait des responsabilités particulières qui lui sont propres. Bon, donc ces responsabilités qui lui sont propres fait que il est contrôlé dans l'exercice de ses responsabilités. Les ministres sont contrôlés par le Parlement. Les fonctionnaires sont contrôlés par leur hiérarchie. Et il y a la discipline, etc. Mais ceci étant dit, il y a tout un corpus d'infractions pénales qui leur sont spécifiques. Soit parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent être poursuivis pour ça, soit parce que le fait d'être un agent public est une circonstance aggravante, donc qui fait qu'il y a aussi un contrôle pénal du décideur public. Bon, donc qu'est-ce que je constate avec l'interview fondatrice sur la suite d'Agnès Buzyn, c'est elle avoue qu'ils savaient et qu'ils n'ont pas fait. Donc là, mais tout part de là, d'une certaine manière. Mais toute la suite part de là. Alors, à la fois les procédures pénales et à la fois les procédures administratives. La procédure pénale, vous avez la première infraction qui est celle d'homicide involontaire et blessure involontaire. Alors, en droit, on ne peut pas commettre d'infraction sans intention de le faire, sauf justement celle-là, c'est-à-dire que la négligence, l'inattention, la désinvolture sont des choses qui peuvent vous amener à avoir fait subir un préjudice à autrui. Homicide involontaire, blessure involontaire. Et le problème étant que en France, notre droit applique depuis toujours ce qu'on appelle la théorie de l'équivalence des conditions,
en opposition à la théorie de la causalité adéquate. Qu'est-ce que ça veut dire que ces termes? Ça veut dire que on considère que sont responsables et par conséquent peuvent être poursuivis non seulement les auteurs directs du dommage, comment dire, le conducteur qui renverse un piéton et qui le tue, mais les auteurs indirects, c'est-à-dire par exemple si la chaussée n'avait pas été entretenue par l'autorité qui devait le faire, les gens pourront être poursuivis parce que leur désinvolture, la faute qu'ils ont commise a aggravé le dommage. Donc auteur direct et auteur indirect. Donc depuis très longtemps, il y a une jurisprudence très abondante sur ces questions, et les maires, les élus, les fonctionnaires se sont retrouvés très exposés dans toutes les grandes affaires de sécurité civile. Et il a fallu un petit peu améliorer le droit, donc il y a eu tout un tas de textes qui ont été élaborés. Et il se trouve que j'ai participé à ce travail avec le Sénat, avec l'Assemblée nationale. Il y a eu un premier texte sur ce qu'on appelait les diligences normales, un autre sur les fautes caractérisées, la fameuse loi Fauchon, j'avais travaillé avec le sénateur Fauchon là-dessus. Donc, on a pu, comme ça, bien délimiter les conditions dans lesquelles on pouvait mettre en cause la responsabilité des auteurs indirects que seraient les élus qui n'ont pas pris leur responsabilité. C'est ça. Donc, le problème, le texte, il dit vous n'avez pas pris les mesures, soit en violant une règle particulière de sécurité prévue par la loi et le règlement, soit en exposant autrui à des risques que vous ne pouviez ignorer. D'accord? Donc, le fait de reconnaître qu'on savait qu'on n'a pas fait, c'est la faute caractérisée. Et je ne vois pas, si la procédure se déroulait normalement, je ne vois pas comment Madame Buzyn pourrait échapper à son passage devant le juge pénal. Mais elle ne sera pas la seule. Elle ne sera pas la seule. Alors, c'est là où se pose une série de questions, justement, sur qui juge qui. Pour des raisons de principe, on applique la séparation des pouvoirs. Le juge judiciaire, et c'est bien, je suis tout à fait pour, ne peut pas juger directement les ministres ayant commis des fautes dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, on a créé une juridiction spéciale où le Parlement est assez représenté dans sa composition. Bien, majoritairement. Donc, ça, c'est pour les ministres qui ont commis les fautes caractérisées dont je parle, et les fonctionnaires, en revanche, ils peuvent être poursuivis devant le juge ordinaire. Bon, quand on se rappelle de l'affaire du sang contaminé, l'absence de mise en place de procédures permettant de chauffer le sang et de désactiver le VIH du sang prévu pour les transfusions, et le fait d'avoir continué à commercialiser ce sang a donné lieu à 2 procès en parallèle. Un procès devant les juridictions ordinaires, et là, Garetta, le directeur du CNTS, a été lourdement condamné, parce que lui, il avait continué, alors qu'il savait qu'il fallait les chauffer, en excipant de l'absence de réglementation. Et vous voyez, il disait, il n'y avait pas de réglementation, donc je peux vendre. Non, monsieur, vous saviez que c'était susceptible de contaminer, donc vous ne deviez pas vendre. Et en revanche, aussi, les ministres ont été jugés. Laurent Fabius, et je connais un peu le dossier quand même, Laurent Fabius n'a pas été condamné à juste titre, parce qu'il avait donné les directives et il s'est passé du temps avant que cette réglementation soit mise en place. En revanche, Georgina Dufoy et Edmond Hervé, 2 ministres de la Santé, ont été condamnés. Alors, à des peines légères. Aujourd'hui, ce ne serait pas le cas, excusez-moi. Alors, si je veux rapporter ce que je suis en train de dire au sujet de ce qui s'est produit là, au mois de janvier, février et mars, les gens, il va y avoir 3 sortes de personnes qui pourront être poursuivies. Par exemple, vous avez les hauts fonctionnaires. Monsieur Salomon sera poursuivi. Il est le spécialiste. Il a produit en 2017 un rapport donné à Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, dans lequel il décortiquait la situation en disant que la France n'était pas prête à faire face à une pandémie.
Ah bah, excusez du peu. Là, oui, là c'est difficile de dire qu'on n'était pas au courant. De dire qu'il n'était pas au courant, et en plus, à la place où il était, il devait en parler tous les jours. Bien. Donc, lui, il sera justiciable des tribunaux correctionnels. En revanche, et on va passer en revue ceux qui vont relever de la Cour de justice de la République, alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous coupables. Je dis qu'ils devront tous être jugés. Vous ne savez pas s'ils seront condamnés, mais disons qu'au moins ils doivent être jugés, c'est le minimum. Mais enfin, voyons, et pour des tas de raisons, et pour des raisons de principe, et pour des raisons de morale publique. On peut pas. La parole publique est suffisamment disqualifiée pour qu'on n'aggrave pas encore la situation. Alors, Madame Buzyn, à l'évidence, puisqu'elle a reconnu. Monsieur Véran, je ne sais pas, parce que est-ce qu'une fois qu'il est arrivé, je ne sais pas. Le Premier ministre, évidemment. Évidemment. Donc, eux, ils seront jugés pour homicide involontaire et blessure involontaire. Le seul qui ne peut pas être jugé, c'est celui qui a pris la pire des décisions, c'est Emmanuel Macron. Il est couvert par son immunité. Et donc ça, je pense que, si vous voulez, on va pas changer les lois a posteriori, non rétroactivité des textes. Lui, sur cette question des décisions, maintien des élections du premier tour des municipales, par exemple, il y en a tout un tas d'autres. Eh bien, à ce moment-là, il est clair que il est, je dirais maintenant, coupable, à mon avis, puisque la décision du premier tour des municipales, c'est lui qui la prend et qui vient l'annoncer au public. Mais le problème concernant la sphère publique, c'est que vous avez toutes les chaînes de commandement. Et dans les chaînes de commandement, bien évidemment, on va tous les entendre, ceux qui sont mis en cause, on va tous les entendre venir nous dire « oui, mais les ordres étaient clairs, on m'a donné des ordres et tout ». Alors là, petit détail juridique, c'est qu'il y a article 28 du statut général de la fonction publique qui impose le devoir d'obéissance. Vous devez obéissance à votre supérieur hiérarchique, sauf si l'ordre est manifestement illégal et de nature à mettre en cause un intérêt public. Donc, si l'ordre était manifestement illégal, il faut maintenir les élections. Je vois mal comment monsieur Édouard Philippe, par ailleurs conseiller d'État, vienne dire « ah ben moi je ne savais pas que l'ordre était illégal ». Non, monsieur, vous saviez que c'était une erreur, qu'il fallait pas prendre cette décision, cette faute caractérisée. Vous ne pouvez pas vous abriter derrière la hiérarchie constitutionnelle pour considérer que vous êtes exonéré. C'est-à-dire que la responsabilité dans la chaîne hiérarchique, elle existe à tous les niveaux. Donc tout ça pour dire que la situation judiciaire postérieure à la crise, je dis bien postérieure et je vais m'en expliquer. La situation judiciaire imposera, et probablement c'est ce qui va se passer, les procédures contre toutes ces personnes. Alors, excusez-moi, je vous interroge juste parce que jusqu'où on peut remonter en termes de plainte, parce que vous en avez parlé tout à l'heure vous-même des responsabilités de François Hollande, du gouvernement Ayrault et d'ailleurs de Marisol Touraine, parce que si je ne me trompe pas, c'est elle qui était ministre de la Santé en 2013, quand les stocks d'1,5 milliard de masques ont été supprimés pour des raisons d'économie absolument vitale, entre guillemets. Alors évidemment, d'ailleurs, le gouvernement n'a pas manqué de faire remarquer qu'ils avaient hérité que en fait la gabegie ne tenait pas vraiment d'eux. Alors en termes de néolibéralisme, ils sont sur le même logiciel, mais enfin c'était facile pour eux de se retourner en disant c'est le gouvernement précédent. Est-ce que rétroactivement comme ça, quelqu'un comme Marisol Touraine par exemple pourrait être inquiété parce que c'est la question que se posent les gens. Eh bien, écoutez, je vais y répondre très simplement. L'infraction dont je parle, il y en a d'autres, je voudrais qu'on en parle aussi, mais l'infraction dont je parle, homicide et blessure involontaire, c'est une infraction pour qu'elle soit constituée que 2 conditions soient remplies. La faute et la réalisation du dommage. D'accord ? C'est-à-dire que toutes les fautes qui ont permis et aggravé le dommage sont poursuivies dès lors que la prescription part du jour du dommage, c'est-à-dire tous les décès, toutes les séquelles, tout ce qui sont nés dans la crise vont faire partir des délais de prescription. Par conséquent, pour l'instant, excusez-moi, mais
Que Madame Touraine ait fait ça il y a 7-8 ans, ça n'a aucune importance. Ce qui compte pour la question de la prescription, c'est bien ce qui a été le moment de la réalisation du dommage, c'est-à-dire de la mort ou des séquelles ou des blessures, etc. Alors, pourquoi croyez-vous que les 6 anciens ministres de la Santé, dont Madame Bachelot, qui était la seule qui pouvait tirer son épingle du jeu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé une lettre en disant le gouvernement est formidable, parce que ils sont morts de peur. Ils le savent bien, ça. Ils ont dû se renseigner. Ils savent bien que toutes les décisions qu'ils ont prises, ces 6-là, elles seront questionnées pour savoir si elles ont un lien avec le dommage. Alors certes, il y aura nécessité d'expertise, de bien faire le lien, etc. Moi, je vous ai dit que j'ai un ami qui était assesseur ouais. dans un bureau de vote qui en est mort. Ben, je peux vous dire que la décision de maintenir le premier tour, elle est totalement bon. Alors celle-là, elle n'était pas prescrite. Mais pour ce qui concerne les masques, toute la bande, ils devraient rendre des comptes. Alors sur les procédures elles-mêmes, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je crois que c'est important de poser ces questions. Alors, il y a des sites qui s'ouvrent, c'est des choses assez difficiles à manier. La justice ne fonctionne pas, donc on peut dire qu'au plan de l'efficacité judiciaire, déposer des plaintes maintenant ne sert à rien. La réponse, c'est efficacité politique. Efficacité politique, annoncer qu'on va le faire, je pense que c'est de nature à fouetter les gens qui sont parfois un petit peu désinvoltes. Sur le plan judiciaire après, bien évidemment, ça va prendre du temps, et heureusement, on ne juge pas sur un coin de table comme ça. Donc, il va y avoir, comment ça va se produire? Il va y avoir des plaintes, des dizaines de milliers de plaintes. Et ces plaintes, elles vont être adressées au parquet. Les parquets, ils vont les recevoir. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait que chacun dépose plainte auprès du procureur dont il dépend géographiquement. Parce que sinon, ce sera le procureur de Paris, étouffeur en chef, qui va s'asseoir sur ça. Bon, donc il faudra le faire là. Ensuite, si au bout de 3 mois, soit le parquet a classé sans suite, soit le parquet n'a rien fait, les victimes deviennent partie civile et peuvent déposer des plaintes avec constitution de partie civile. Et là, l'institution judiciaire est obligée de nommer un juge d'instruction. Et par conséquent, les instructions vont commencer. Alors, je ne dis pas que ce sera facile, et puis il faudra que les gens mis en cause se défendent, c'est normal. Et il faut que ce soit des décisions légitimes qui soient rendues, mais on voit bien que ça va prendre beaucoup de temps. La question de la Cour de justice de la République, elle se pose également de façon un peu particulière. Dans les affaires qui ont été jugées par la Cour de justice de la République, il y en a eu un certain nombre, elles ont d'abord fait l'objet d'instructions dans le cadre des tribunaux de droit commun, et à un certain moment, dès lors que ça mettait en cause le ministre, on l'a transmis à la Cour de justice. C'est la raison pour laquelle moi je suis pas trop partisan, au-delà de l'aspect spectaculaire, je comprends. Je suis pas trop partisan de déposer des plaintes en comptant sur l'efficacité devant la Cour de justice. Je parlais de l'impact politique, il suffit de voir la réaction d'Emmanuel Macron. Il n'a pas autre chose à faire que de faire un discours en disant ceux qui déposent des plaintes sont des irresponsables. Alors d'abord, c'est une façon de tirer les moustaches du tigre, parce que je peux vous dire que les gens ne le prennent pas très bien, et surtout, ça montre bien qu'il a peur, qu'il est inquiet. Il a raison d'être inquiet, parce que le problème de tout ça aussi, compte tenu de la façon dont la justice s'est comportée à l'occasion de la crise des Gilets jaunes, et puis depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, parce que je considère que la justice a rallié le système macronien, le rapport de force devra évoluer. C'est-à-dire que si on gardait le même rapport de force politique et institutionnel d'avant la crise, ce serait pas terrible. Parce que certains magistrats pourraient se penser en situation de ne pas faire leur devoir. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que c'est un corps qui est aussi traversé de contradictions, et il y aura une telle demande sociale qu'ils pourront pas. Ils pourront pas bétonner. Alors, en même temps, la justice ne fera que punir
les responsables qui seront déclarés coupables et pas autre chose. Hein. C'est-à-dire que la question politique dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le changement de système, la réorientation de notre pays sur d'autres lignes, sur d'autres chemins, c'est une question politique. Hein. Oui, bien sûr. Disons que les procédures judiciaires auront le mérite de disqualifier ceux qui nous ont amenés là. C'est déjà quelque chose. Sauf que, si vous voulez, en politique, on n'est jamais mort, même quand on a été condamné. Hein, regardez le temps qu'il a fallu pour se débarrasser de Balkany. Hein. Un mot peut-être sur la décision par ordonnance là, du Conseil d'État. Je crois que c'était assez récent, le 29 mars. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Pour montrer que, si vous voulez, je vous ai parlé des coups et blessures involontaires, mais il y a beaucoup d'autres choses qui pourront être relevées. Premièrement, que sont devenus les masques ? 432-15 du Code pénal, détournement de biens publics. Ils ont été détournés. Alors, peut-être pour les détruire, peut-être pour les revendre et tout. Moi, j'ai des petits bruits qui viennent du cœur du réacteur qui sont un petit peu inquiétants pour ça. Hein. Qu'est devenue la chloroquine, qui a disparu des pharmacies centrales. Donc, vous avez l'article 432-15 du Code pénal qui dit qui sanctionne, le détournement de biens, et par conséquent, là, on aurait peut-être ça. Mais surtout, vous avez le 432-16 qui dit le supérieur hiérarchique qui a permis par sa négligence, son abstention, le détournement de biens est également justiciable et condamnable. Donc, si vous voulez, ceux qui diront j'étais pas au courant, je savais pas, je me suis pas occupé de ce qu'étaient devenus ces masques, etc. Ceux qui en avaient la responsabilité, je pense au ministre de la Santé et je pense à Monsieur Salomon, je pense aux fonctionnaires. Hein, et s'il y a eu des comportements mafieux, et je crains qu'il y en ait eu, hein, eh bien là, ces gens-là seront quand même poursuivis, non pas parce qu'ils ont détourné eux-mêmes, parce qu'ils ont laissé par négligence, même sans le savoir, mais en ne faisant pas leur devoir, ils ont permis le détournement. Autre infraction amusante, dans l'article de ces militants macronistes n'excusant pas tout, ils viennent nous dire que il n'y a pas eu de violation de règles particulières de sécurité ou de prudence prévues par la loi. Pardon ? Monsieur Nunez, alors on apprend ça par le Canard enchaîné, Monsieur Nunez aurait donné des directives pour qu'on n'aille pas dans les banlieues faire respecter le confinement. Ah bon, d'accord. Eh bien, ça veut dire, si c'est vrai, je sais pas. Hein, si c'est vrai, ça a été démenti, mais malheureusement, je crains fort que ce soit vrai. En tout cas, on verra. Hein, eh ben, le confinement est une règle particulière de sécurité et de prudence prévue par la loi, parce qu'on dit il faut que vous vous protégiez, et puis il faut que vous protégiez les autres. Donc, le fait d'avoir demandé que dans certains endroits, on ne fasse pas respecter ce confinement, Monsieur Nunez, vous devrez aller en tôle. Ça, c'est mon opinion, si j'étais juge. Hein. Mais si c'est vrai, j'insiste, mais là aussi. Donc, si vous voulez, je peux vous faire un florilège de toutes ces infractions. Il y en a en pagaille. Hein. Il faut savoir que le Code pénal de 1994 qui a succédé au Code pénal napoléonien de 1810. Tout ça pour dire qu'on n'en fait pas toutes les 5 minutes. Hein. Comme il est arrivé au moment de la remise en cause de la sphère publique, eh bien, il a voulu laver plus blanc. Donc, vous avez des chapitres entiers, chapitres d'atteinte à la probité, etc., hein, d'infractions qui ne sont applicables qu'aux agents publics. Hein. Donc, venir dire aujourd'hui c'est du contrôle politique ou ci ou ça, non. Ceux qui sont contrôlés sont ceux qui ont voté ces lois-là, hein, et la moindre des choses serait qu'elles leur soient appliquées. Alors, le Conseil d'État, c'est effectivement très important parce que comment se pose le problème ? Le problème, il se pose de la façon suivante. On vient de parler longuement des conséquences pénales des fautes commises, très souvent, n'avoir pas pris les mesures qu'imposait la situation, alors qu'on savait que la situation les imposait. Bon, mais c'est le constat quand même d'une carence qui sera jugée pénalement le moment venu. Mais aujourd'hui, où est notre garantie que ceux qui nous gouvernent sont capables de prendre ces mesures, et pourquoi, dans celles qu'ils annoncent, il en manque plein ? Et la question des masques, la question
parce qu'on va rigoler avec les commandes de masques. Hein. Ça aussi, je reviens sur les fautes caractérisées, l'absence de commandes de masques. Et puis, Madame Sibeth Ndiaye, ministre, devrait, elle aussi, je reviens un tout petit peu en arrière, hein, devrait elle aussi être poursuivie devant la Cour de justice de la République pour avoir dit que les masques ne servaient à rien. Tout ça pour couvrir leur disparition. Hein. Et qu'ils étaient des outils techniques très compliqués à utiliser. Donc les Français ne savaient pas mettre des masques en fait. Voilà, non mais c'est ça, mais toujours le mépris, prendre des gens pour des cons, etc. Mais là c'est terrible. Mais dire voilà, les masques ne servent à rien, en sachant que c'est faux, pour exposer les gens qui font confiance. Il y en a plein qui ont dû faire confiance. Hein, expose les gens à des risques immédiats de mort ou de blessure. Et Madame Marina Carrère d'Ancos qui vient dire oui, mais on a menti, c'était pour la bonne cause. Pour la bonne cause, madame. J'ai vu ça. Vous, j'espère, parce que j'avais fait un tweet, alors il a déjà été partagé 3000 fois, dans lequel je dis merci, bravo pour l'aveu, on vous jugera. Oui, je crois qu'il faudra veiller à ce que ces gens-là s'y mettent aussi, mais elle avoue, elle dit oui, on a menti, mais c'était pour la bonne cause. Non, madame, vous avez menti et vous avez tué des gens. Vous avez tué des gens tout simplement. D'autant qu'il faut quand même relever quelque chose, c'est que ce sont les mêmes journalistes, entre guillemets, qui nous ont quand même fait des papiers complets pour nous expliquer que la Chine, de toute façon, déjà ça venait d'eux, en plus ils truquaient leurs chiffres, leur nombre de morts, donc toute la Chine mentait, mais par contre ils étaient quand même moins nombreux effectivement à expliquer que quand on dit aux Français que les masques ne servent à rien, c'est un mensonge, et c'est aussi du trucage. Oui, mais c'est pas pareil. Regardez les vilains Américains qui ont nié ça. Je fais aucune confiance aux États-Unis, vous pouvez être sûr. Hein. Mais ils viennent nous acheter. Alors on a l'impression que c'est le western. Ils viennent en Chine. C'est connu. La Chine n'est pas du tout un pays contrôlé. Hein. Les mecs ils viennent sur le tarmac. Ils achètent avec des billets. Ils doivent avoir des chapeaux de cow-boy et puis des Santiago. Bon. Hein. Donc moyennant quoi, on a fait pareil avec la Suède qui a envoyé en Italie et en Espagne, bravo. Hein. Donc, on n'a aucune leçon à donner. Hein. On vient dire aujourd'hui, toujours pour se couvrir, hein, concernant la Chine, c'est pas le problème de défendre la Chine. Hein, mais on voit bien que vous êtes en train, il y a toute une campagne relayée par les mêmes, toute une campagne qui nous dit ils ont menti, c'est à cause de ça qu'on n'a pas prévu, on a été naïf. Pardon ? Le chef de l'État français, le Premier ministre, les hauts fonctionnaires pensent que la Chine, c'est rien, qu'ils sont trop gentils. Hein, et que quand ils disent quelque chose, on le croit sur parole. Mais ça va pas, non ? Il n'y a pas une DGSE en France ? Il n'y a pas un ambassadeur en Chine ? Bon, enfin, voyons, mais ça, c'est putride, je trouve, cette façon, cette lâcheté. Et alors, ça continue, parce que, regardez, on vient dire, mais attendez, entre l'Allemagne et nous, il y a un problème. On peut discuter du pourcentage. Nous, on a un problème, puisqu'on teste pas, etc. Je veux bien qu'on manie ça avec précaution. Mais qu'est-ce qu'il dit, le Premier ministre ? Les Allemands, c'est rien que des menteurs. Non, mais attendez, c'est pas moi, c'est lui, quoi. C'est pas oui, très, non, et puis, donc, le réel, je prends le réel de face, hein, comme un camion, hein, et je viens dire, mais c'est pas de ma faute, les autres ont baratiné. Donc, voyons, sur l'Allemagne, ils ont pas beaucoup attendez, l'Allemagne, ils ont 2 fois plus de lits d'hôpitaux et de lits de réanimation que nous. Rien que ce petit aspect explique peut-être un certain nombre de choses. Hein. Ah non, ils mentent. Premier ministre de la République française. Enfin, bon. Bon, alors, je voulais répondre aussi, j'étais revenu un peu en arrière, je reviens en avant, sur la question du Conseil d'État. Donc, toutes ces procédures, il y en a beaucoup. Il y en a 1 ou 2 par jour. Dans un premier temps, le Conseil d'État, c'était le syndicat des jeunes médecins qui avait fait une demande qui a été rejetée, mais le Conseil d'État avait motivé d'une façon intéressante. Alors, qu'est-ce que ça consiste ? Ça consiste en quoi de saisir la juridiction administrative ? En France, on a un système particulier, c'est que l'État, la sphère publique, pour des raisons historiques, relève d'une juridiction particulière qui est la juridiction administrative, qui contrôle ce que fait l'État, qui contrôle la régularité juridique de ce que fait l'État. Hein. C'est-à-dire que
toute l'activité normative, les décrets, etc., tous les actes qu'il prend sont susceptibles d'être soumis à l'appréciation du juge. Alors bon, c'est hiérarchisé. Le permis de construire relève du tribunal administratif. Alors vous avez les cours administratifs d'appel et puis vous avez le Conseil d'État qui est tout en haut. Nous, on est un pays extraordinaire. On a 4 cours suprêmes. On a le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, la Cour des comptes et enfin ce fameux Conseil d'État. Alors, c'est la plus haute juridiction administrative du pays, c'est ça? Absolument. De la même façon, on a des juridictions, les chambres régionales des comptes, etc. On a des juridictions financières, dont chapeautées par la Cour des comptes. Le Conseil constitutionnel, lui, il est tout seul, et il contrôle l'activité du Parlement. Et la Cour de cassation, c'est le droit commun qu'elle régule. Bon, toujours est-il que le Conseil d'État, l'idée a été de lui demander de donner injonction au pouvoir public de prendre des mesures qui étaient des mesures indispensables. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'évolution de la jurisprudence qui fait que, au fur et à mesure, les juridictions administratives se sont dotées jurisprudentiellement de pouvoirs permettant de demander aux agents publics, enfin à la sphère publique d'effectuer un certain nombre de choses, mais le raisonnement est que ce qu'on appelle la compétence négative, vous ne faites pas ça, c'est ce qu'on appelle une erreur manifeste d'appréciation, par conséquent, on vous demande de le faire. Enfin, on vous donne ordre de le faire. Et donc, on s'est dit... Les demandes en référé, en fait, c'est dans un cadre d'urgence. L'État on demande au Conseil d'État de forcer la main de l'État en disant les masques, c'est pour quand, en fait? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'idée, vous avez raison, procédure de référé, pourquoi? Parce qu'il existe une procédure de référé qui est ce qu'on appelle le référé liberté. C'est-à-dire que si on considère que par une décision de l'administration, une liberté fondamentale est mise en cause, on peut en demander la suspension. Bon. Et je reviens sur la notion de compétence négative. Donc, le raisonnement de tous les requérants est le suivant. Il est le droit à la vie est une liberté fondamentale. Le fait que, utilisant votre compétence négative, vous ne fassiez pas des choses est une atteinte à cette liberté fondamentale. Vous devez acheter des milliards de masques, vous devez prendre ceci, vous devez confiner plus de monde ou que sais-je, et si vous ne le faites pas, vous mettez en cause ma liberté fondamentale qui est celle du droit à la vie. Par conséquent, je saisis le Conseil d'État en matière de référé qui a normalement 48 heures pour répondre. Ça, c'est effectivement, c'est une procédure qui est protectrice des libertés publiques. Bon, donc, je dirais que c'est un peu une astuce pour forcer le Conseil d'État à sortir de sa réserve. Alors, on pouvait avoir l'impression que le Conseil d'État avait commencé à prendre un peu ses distances avec le pouvoir macronien. On se rappelle de l'avis qu'il avait émis sanglant sur le projet de loi retraite. La première ordonnance rendue, dont je parlais tout à l'heure, celle sur la requête du syndicat des jeunes médecins, rejetait la requête, mais donnait quand même deux injonctions de précision au gouvernement, demandant de préciser des mesures qui lui semblaient satisfaisantes, mais qui devaient être précisées pour justement qu'elles soient mieux comprises. Bon, très bien. Donc, on s'est tous fait quelques illusions en se disant, ben voilà, on va pouvoir lui demander un certain nombre de choses. Et là, c'est tombé. Il y a Nicolas Dupont-Aignan qui en a fait une, d'autres syndicats. Il y a donc un avocat spécialiste des classes actions qui, lui, a été plus loin au plan politique. J'ai publié la requête hier et une interview dans laquelle il demande à l'État, c'est assez audacieux, mais c'est politiquement extrêmement séduisant, il demande à l'État de faire consigner les bénéfices des sociétés du CAC 40 à la Caisse des dépôts. Déjà, interdiction absolue par la loi de distribuer les dividendes, et consignation de ceux-ci, et après la crise, affectation de 75% de ces bénéfices au fonds de solidarité. Donc, je trouverais que ce serait un geste extraordinaire. Bon, j'ai pas beaucoup d'illusions sur ce que va dire le Conseil d'État parce que dans
toutes les ordonnances qui sont tombées, on voit bien qu'il a fait marche arrière, et qu'il considère qu'il ne doit pas intervenir. Moi, j'ai vu sur Nicolas Dupont-Aignan qui demandait un certain nombre de choses, qu'on donne injonction de faire un certain nombre d'actes au gouvernement à cause de la défaillance dans le domaine des masques et qu'il n'y avait pas de masques. Le Conseil d'État a dit que le demandeur n'apportait pas la preuve qu'il y avait un problème avec les masques. Je fais de la paraphrase, c'est pas exactement ces termes, mais c'est inouï, quoi. Ah ben non, vous justifiez pas qu'on a un problème de masque. Tout le monde le sait, mais donc ça a été le moyen, en évitant l'audience d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'audience, c'est possible. Mais donc l'ordonnance, c'est ça ? Oui, l'ordonnance a été rendue sans débat contradictoire, qui aurait eu l'inconvénient essentiel d'obliger le gouvernement, par des agents mandatés, à comparaître et à donner quelques explications. Voilà. Bon, donc. En fait, le raisonnement grossièrement du Conseil d'État, c'est jusqu'ici, effectivement, on n'a pas beaucoup vu de masques, mais le gouvernement nous a annoncé que la mesure avait été prise, les masques vont arriver. Donc, on ne va pas faire doublon et les pousser au derrière, puisque manifestement, c'est en chemin. C'est pire que ça. C'est pire que ça dans l'ordonnance dont je vous parle. Je ne l'ai pas sous les yeux, là, je ne peux pas vous en lire le considérant, mais c'est assez extraordinaire. Voilà, ce n'est pas prouvé qu'il n'y a pas assez de masques. Donc, ah oui, voilà, c'est pire. Bon. Ah oui, c'est pire. C'est clairement pire. Oui, mais pour rejeter, vous voyez ce que je veux dire. Alors, si vous voulez, le problème sur les masques, tout le monde se défausse parce qu'on sait très bien que ça va mal finir. Cette affaire, parce que moi, je vous dis premièrement, où sont passés les masques ? Deuxièmement, pourquoi jamais personne n'a réfléchi et n'a travaillé depuis 2-3 mois sur le fait de les restériliser. J'ai vu ce matin un sujet sur une des chaînes d'infos selon lesquelles c'était une possibilité. Qui avait l'air quand même d'être intéressante. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas commandés ? Enfin, écoutez, il y a des gens qui ont saisi la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, en demandant que soit communiquée la justification des commandes. On ne sait pas. On nous annonce quasiment fin mars que les commandes ont été faites. Enfin, écoutez, c'est quand même inouï. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est intervenu ? Et pourquoi ce sont les régions, la région PACA, la région Grand Est, qui ont été obligées de commander, de passer outre aux défaillances de l'État et qui ont été obligées de commander directement les masques ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faudra qu'on nous raconte, il faudra qu'on nous dise. Surtout que c'est quand même un peu facile ensuite de parler de populisme sanitaire, de dire que les Français sont complotistes parce qu'effectivement ils vont imaginer des choses. Et quand on voit une gestion pareille avec des questions qui restent sans réponse, avec là manifestement un Conseil d'État qui réagit, c'est vrai que quand on suit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut être complotiste, mais c'est du moins accuser les gens de complotisme, ils ont quelques raisons du moins de se poser des questions parce que manifestement. Oui, l'accusation de complotisme, elle n'est que le fait. Il y a des gens qui disent n'importe quoi, mais ils sont vite repérés, les Illuminati, je sais pas quoi et tout. Non. L'argument complotisme, populisme sanitaire, c'est celui des gens qui sont les soutiens d'Emmanuel Macron. Et justement, je trouve qu'on traverse une période intéressante. On traverse une période intéressante parce que on a quand même une situation dont on nous dit que c'est la guerre. Moi, je veux bien. Je vous ai dit, je suis pas contre en étant réaliste et modéré, mais ok, on est confronté unité de la nation. Pas union sacrée au Parlement. Le Parlement français, pendant la guerre de 14-18, ça y allait. Il y avait des comités secrets. Je peux vous dire que c'était pas, et c'était une autre, un autre risque pour le pays. Bon, toujours est-il que j'ai entendu beaucoup, et Emmanuel Todd par exemple, lui disait à propos du fameux Conseil des ministres du samedi qui devait décider de la stratégie à suivre sur l'épidémie. Et donc, la seule chose qu'en est sortie, c'est l'annonce de l'utilisation du 49.3. Le 49.3, oui, bien sûr. Alors, Emmanuel Todd, il dit oui, mais ça, c'est un coup d'État et tout. Moi, le coup d'État, je le fais remonter à mai 2017. C'est un coup d'État et il faudra rendre des comptes. Et ce seront comme les gens qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940. Alors, je pense que on est dans une situation un peu particulière. Alors, je vais faire une
une comparaison qui n'est pas raison, comme vous le savez. Donc, on va m'envoyer le point Goodwin tout de suite dans la figure, mais vous allez voir ce que je veux dire. C'est que, effectivement, le 10 juillet 40, vous avez un espèce de parlement croupion avec les Allemands à Moulins, c'est-à-dire tout près, avec les manips de Laval, et vous avez un parlement qui prend la décision de tuer la République dans une catastrophe nationale effrayante, et de donner les pleins pouvoirs à Pétain. Bon, tous ces gens-là seront inéligibles. C'est la seule sanction qu'ils auront, et naturellement seront relevés tous ceux qui auront ensuite basculé dans la résistance. Mais ceux qui ont été considérés comme coupables et qui ont eu des sanctions autres que ça, et pas seulement les élus, ce sont, ceux qui ont continué à faire comme si de rien n'était après novembre 1942. Là, les Alliés ont envahi l'Afrique du Nord, et à ce moment-là, si vous voulez, les Allemands ont été à l'encontre des accords d'armistice et ont décidé d'envahir la zone sud. Bon, nouvelle situation. Beaucoup de gens à ce moment-là ont basculé. Delattre, qui était plutôt pétainiste avant, à ce moment-là a changé d'avis. Il y en a un certain nombre. On a d'ailleurs beaucoup reproché à Pétain de ne pas être parti en Afrique du Nord. Et les sanctions, postérieurement à cette date limite, au-delà de cette limite, le ticket n'est plus valable, elles ont été de diverses natures. Tous les journaux qui ont continué à paraître après cette date ont été expropriés. Ils ont été donc nationalisés avant d'être remis à d'autres opérateurs, en général issus de la résistance, etc., etc. C'est pour ça que vous aviez avant le Dauphiné, puis vous avez le Dauphiné libéré, vous avez le Parisien qui est devenu le Parisien libéré, etc., etc., qui est redevenu le Parisien depuis. Donc, et le journal Le Temps, qui est devenu le journal Le Monde. D'ailleurs, je pense que après la crise, il faudra refaire l'opération parce que, compte tenu de ce qui est devenu ce journal, c'est assez terrible. Alors, je raconte tout ça. Je suis un peu long sur le sujet parce que nous avons actuellement un certain nombre de gens qui sont toujours des militants, toujours des soutiens du macronisme, et je considère qu'avec l'arrivée du coronavirus, la limite est dépassée. Au-delà de cette limite, le ticket n'est plus valable. Donc, tous ceux qui aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voit des inflexions sur France Télévisions. On voit un certain nombre de journalistes qui se disent « Oulala, ça va peut-être chauffer un moment ». Il y en a d'autres, pas du tout. Vous ouvrez votre télévision le matin, vous avez Gérard Leclerc, hop, vous changez, vous tombez sur Apathy à la même heure. Et puis après, vous changez, vous tombez sur Barbier. Cela, il va falloir que le moment venu, ils payent. Je ne dis pas qu'ils payent au pénal et tout, c'est une autre histoire, mais ceux-là, il va falloir les foutre dehors en se rappelant ce qui s'est passé en 1981. En 1981, après l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, je peux vous dire que ça a épuré dans les grands médias, etc. Donc, il va y avoir, et pas seulement dans le domaine audiovisuel, dans le domaine de la presse, il va y avoir des gens dont le maintien actuel, la poursuite de leurs agissements devra leur être compté et on devra leur demander des explications. Et il y a une chose qui est assez étonnante aussi, je prends toujours ma comparaison, donc 10 juillet 40, novembre 42, et puis après vous avez 44, vous avez la libération. Et actuellement, alors que le macronisme est, je veux dire, il est à terre, il est dans une forme de pulsion de mort. Alors, je ne sais pas ce qu'il en sortira. Moi, je ne fais aucun pronostic. C'est difficile de le faire. Mais l'attitude de certains qui sont complètement dans des formes de délire. Je pense à Brice Couturier ou à mon ami que j'aime bien par ailleurs, mais qui dit n'importe quoi, Dominique Régnier, et qui sont dans le soutien. Et donc, j'ai l'impression, si vous voulez, que c'est Sigmaringen. C'est-à-dire que à Sigmaringen, quand vous lisez D'un château l'autre, ou quand vous savez ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les gens, ils étaient en Allemagne, la France était complètement libérée, et ils continuaient à faire des batailles de pouvoir, ils continuaient à penser qu'ils allaient revenir, etc., etc. Donc là, on en a, il y a les gens qui commencent à sentir qu'il faudrait peut-être redevenir objectif. Il y a ceux qui sont dans la surenchère parce que ils n'ont pas d'autre choix.
et je pense aux 3 personnes que j'ai citées. Et puis, il y a ceux qui, eux, alors là, ont basculé. Je pense qu'ils sont morts de peur, mais ils s'imaginent que le jour d'après sera comme le jour d'avant. Il n'y a aucune chance que ce soit le cas. Ce que j'aimerais, c'est que véritablement, la sortie de cette crise soit le moment de présenter la facture. Alors, on va peut-être finir cet entretien avec une dernière partie sur l'état d'urgence sanitaire et le lien avec les libertés publiques. Il a été mis en place, je crois, depuis le 23 mars, si je ne dis pas de bêtises, et il implique évidemment des restrictions de liberté, ce qui est assez compréhensible. Est-ce qu'on peut revenir sur ces restrictions de liberté, notamment sur les considérations de certains au sujet du droit du travail, notamment, puisqu'il y a des gens qui s'émeuvent, voilà, comme le gouvernement, d'une manière générale, était en train de détricoter de toute façon le droit du travail, il y a certaines personnes qui prennent les mesures discrétionnaires actuelles qui permettent, par exemple, aux employeurs d'imposer la prise de congés payés, les RTT, des jours épargne-temps, etc., comme une façon de détricoter en douce le droit du travail. Quel est votre point de vue sur ça? Vraiment le rapport entre état d'urgence sanitaire et liberté publique. Alors, il y a deux façons d'aborder la question. La première, c'est qu'un certain nombre de mesures sont nécessaires et pour certaines justifiées. Je pense par exemple au confinement. Il n'y a pas pire atteinte à la liberté individuelle que celle de vous interdire de bouger. Bon, il y a d'autres mesures. Il y a la question du tracking, comme on dit, du traçage des smartphones et compagnie. Tout ça, je pense que y a un certain nombre de mesures qui sont nécessaires et par conséquent souhaitables. Pourquoi pas? Le problème, donc pour ça, vous, là, c'est... je vous arrête. Donc la géolocalisation des individus via leur smartphone, qui est, je crois d'ailleurs, mise en place dans les pays asiatiques. Je crois que la France y réfléchit. Pour vous, c'est alors faut être précis. Je crois que la France y réfléchit uniquement pour la phase de déconfinement, pour éviter une deuxième vague épidémique. En fait, c'est dans ce cadre-là qui pense à cette stratégie numérique. Pour vous, il n'y a pas d'atteinte aux libertés publiques de ce point de vue-là. Ou disons qu'il y a une atteinte à la liberté publique, mais qu'on peut comprendre. C'est ça que je veux dire. Mais si vous voulez, toutes les libertés publiques, elles ont entre guillemets des contreparties et elles peuvent être limitées dès lors que l'intérêt général le nécessite. La liberté d'expression, d'abord vous avez le contrôle a posteriori, et on peut y amener des limitations. C'est ce que le Conseil constitutionnel avait dit pour la loi Guesso. Je suis opposé à la loi Guesso, après avoir été un grand partisan, mais voilà, on peut limiter les libertés. Actuellement, on limite beaucoup de libertés fondamentales. Donc, ça peut s'avérer nécessaire. Mais on est confronté à 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'on n'a aucune confiance dans ce système et dans ces gens. On n'a aucune confiance dans ce système et dans ces gens. Et on se dit, si on leur donne le bout du doigt, ils vont prendre le bras. Bon, donc ça, c'est un réflexe spontané, et que chaque fois, d'ailleurs, qu'il y a eu des restrictions, on l'a bien vu après la Première Guerre mondiale, etc. Pour ensuite obtenir que l'État revienne sur ses limitations, c'est toujours du boulot. Et avec ces gens-là, on n'a aucune confiance. Puis l'autre caractéristique, c'est que vous avez un pouvoir qui est totalement illégitime. Je rappelle quand même que les conditions de l'élection, c'est mon analyse, mais on a un Parlement croupion, qui est une bande de godillots absurdes, de niveau politique, quand c'est pas pire, absolument lamentable, qui ont été complètement régimentés. Ils ont été élus dans des circonstances très particulières en juin 2017 et qui sont une pure et simple chambre d'enregistrement. Donc, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ont fusionné au profit du pouvoir exécutif. La France n'a plus de constitution. Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, quand il n'y a pas de séparation des pouvoirs, la nation est considérée comme n'ayant pas de constitution. Le pouvoir judiciaire a rallié, on l'a vu, donc aujourd'hui, on a une situation institutionnelle qui est illégitime. Mais ces gens-là, ils en ont largement profité. Les lois fake news, la loi Avia, le nombre de mesures, la démolition du code du travail, etc.,
ils l'ont déjà fait. Et ensuite, je veux dire, si on les laisse faire, effectivement, là, ils mettent en place, et puis ils ne reviendront pas, et ceux qui n'auront pas fait, ils le feront derrière. Tant qu'on n'aura pas foutu ce pouvoir dehors sous les formes qu'il est exercé aujourd'hui, moi je suis désolé, on a un vrai problème de légitimité institutionnelle et juridique pour son fonctionnement. Je ne suis pas en train d'appeler à l'insurrection, c'est pas ce que je veux dire, mais à la constitution d'un rapport politique après la crise qui permettent d'empêcher ce qui est en train de se mettre en place. C'est très facile de dire telle et telle mesure sont utiles. Oui, le traçage, je pense que c'est utile, mais les gens ont raison de se dire, mais attendez, vous nous avez fait ci, fait ça déjà, donc comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance? Vous ne reviendrez pas dessus, vous allez mettre en place des systèmes techniques, on n'aura jamais le moyen de vérifier s'ils ont été supprimés ou pas, hein. Et puis, en ce qui concerne le droit du travail, mais clairement, ce qui est suspendu ici pour permettre de passer cette phase terrible, hein, je peux comprendre sur l'histoire des congés, des trucs comme ça et tout, oui, on s'adapte, hein, mais non seulement je crains que vous le laissiez en place, mais en plus, je suis sûr que si vous ne le laissez pas en place, vous le remettrez derrière en utilisant les moyens dont le coup d'État de 2017 vous a doté. Voilà. C'est pour ça que, je veux dire, signaler tous ceux qui s'élèvent aujourd'hui contre ces mesures font œuvre utile. Ils font œuvre utile parce qu'il faut sonner la cloche en disant il peut y avoir des mesures utiles, mais de toute façon, on ne peut pas leur faire confiance pour revenir dessus derrière, hein, et en revanche, on peut leur faire confiance pour continuer à démolir l'État-providence. Donc, c'est une question qui doit être traitée. Je pense, chacun doit être à son poste d'expression. Pour ce qui me concerne, je veux pas contester que certaines mesures soient utiles, mais je continuerai à dire, il y a tout à craindre de ces gens. Écoutez, merci beaucoup, Régis de Castelnau, pour vos éclairages sur les tenants et les aboutissants de cette crise. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon confinement, dans la mesure du possible. Merci. Ceux qui veulent suivre le printemps arrive, c'est déjà quelque chose. C'est au moins ça. Ceux qui veulent suivre vos interventions peuvent le faire facilement, je pense, sur Internet, hein, via votre site Vue du droit, et puis vos interventions dans les médias, et suivre vos réseaux sociaux. Quant à nous, chers auditeurs, nous vous retrouverons prochainement pour un nouvel entretien de la quarantaine. D'ici là, portez-vous bien. Vous voulez vous tenir au courant de nos initiatives? Suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous à nos groupes.